Bonjour à tous, bienvenue sur Castagne FM. Bonjour Adrien. Salut Jérémy. Et aujourd'hui on accueille Reda Meptouche. Bonjour Reda. Bonjour les gars, ça va ou quoi là aujourd'hui? Castagne FM, Reda Meptouche. Ah bon, il est un professionnel Reda, on sent qu'on y va plus que nous encore. Écoute Reda, tu vas bien ce matin? Écoutez, je viens de me réveiller mais bon. Alors oui, Reda est arrivé une bonne demi-heure en retard ce matin parce que apparemment son réveil n'a pas sonné. L'entraînement de la veille. On n'a pas commencé depuis 2 minutes, ça balance direct. Ok, c'est bien, tu vas être content d'être venu. Tiens justement, c'est quoi une journée, t'arrives là, il est 10h et tout, c'est quoi normalement une journée Reda Meptouche? Alors, Reda Meptouche, il se lève à peu près vers... Parle de lui à la troisième personne. Non, parce que je suis la vibe en gros. Non. Bon, donc je me lève à peu près vers 9h. Ok, donc je me lève tous les matins à 9h. J'entame mon entraînement vers 10h. Donc je mets à peu près 45 minutes à me préparer, 15 minutes à aller à la salle. J'entame mon entraînement à 10h, donc j'aime bien me mettre dans ma vibe un peu avant. Donc écouter ma playlist dans le métro. Vous voyez, ma playlist qui me rappelle en gros qu'est-ce que je dois faire dans la journée. En gros, j'ai 24 heures pour progresser, donc je me dis que c'est cette playlist qui me motive. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? Moi Donc j'écoute de tout. Du Migos. Laurie, c'est bientôt le week-end ou je sais pas quoi là. C'est ça. Mais tu sais que là sans le vouloir, là t'as révélé un dossier. Genre quand j'étais petit, genre j'étais fan de Laurie, mais genre à en mourir. Positive attitude c'est quelque ça, part. mais genre ouais, positive attitude, genre j'ai besoin d'amour. J'étais vraiment fan, genre j'étais non mais les gars, j'étais vraiment fan, genre j'étais mais genre à en mourir, genre mon père il m'a emmené au musée Grévin, genre voir Laurie, la statue en cire. J'étais vraiment fan. Donc oui, je vous révèle un dossier, mais c'est exclusivement pour Kleenex. Pour Castagne FM. Exclusivement pour Castagne FM. Tu vois, les gars, je me suis bien redirigé, vraiment. Là, je passe sur Castagne FM, donc je passe genre du doux au dur. Tu vois, donc ça va. T'étais vraiment fan de Laurie. Ouais, j'étais fan de Laurie, mais bon, c'est le passé. On a dit qu'on oubliait le passé. Là, ce qui compte, c'est les résultats, et voilà. Non, je savais pas. Non, je pense que personne ne le savait. Personne, ouais. Est-ce que t'étais fan genre en tant que garçon parce que c'était une fille et puis plutôt voilà, mimi, ça, en fait. gentille En fait, et puis voilà truc, qui dansait bien? Ou t'avais des d'elle. CD? Non, oui, j'avais des CD, mais c'était par amour pour elle parce que je la trouvais super belle. C'était genre la fille française par excellence avant. C'était la blonde super belle dans ses clips. Donc mais j'étais par amour pour elle. Franchement, la musique, elle était voilà quoi, elle était écoutable, on va dire, mais en tout cas, c'était ouais par amour pour elle parce que je la trouvais belle. Voilà, c'était Castagne FM, c'était la même chose. Revenons à ma journée. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense qu'on va arrêter. Non, revenons, c'est toi en fait, c'est toi qui a lancé le sujet de Laurie. Non. Bon, pour revenir à ma journée. T'es un passionné, hein, t'es un vrai passionné. Enfin, t'es un vrai passionné. Quand je me lance ce que dans tu un dis truc... quand même, parce que Laurie, on va pas se mentir, Laurie quoi. Ouais, après je suis pas un mélomane comme toi Adrien, peut-être que tu vas me dire il y a plein de choses dans Laurie, il y a du bon. Mais bon. On va en parler une seconde puis après on va changer de sujet. Mais Laurie, c'était une musique pour les enfants si tu veux. Donc quand Reda était jeune, c'était la musique calibrée pour lui. Je me retrouvais, voilà. Et puis, il y a ce concept positif, il y a ce concept dépassement, enfin c'était très positif comme musique. Bon, allez, le reste. Non mais je vois ce que tu veux dire, mais t'es un passionné. Quand tu aimes quelque chose, voilà, tu l'aimes à fond. Toute ma famille me le fait savoir, c'est que ils m'ont vu depuis que je suis petit, quand je me lance dans quelque chose, je m'y lance à fond, genre le catch, pareil, la WWE. C'est ça quand j'ai commencé ma réorientation vers les sports un peu plus physiques, vers les mondes un peu plus physiques dans le sport, ça a commencé par le catch. Donc le catch était... Alors moi je suis fan de catch, à le dire. C'est quoi ton catcheur préféré? Dave Bautista. Dave Michel Bautista. c'est le gars qui... Mais après, voilà, j'ai un peu sa même histoire. Il se réoriente vers les Gracie, il apprend le jiu-jitsu, il se lance dans le MMA. Je me sens connecté avec lui. Ce mec-là, c'est... Mon père, il m'a emmené à Bercy, à la Carotel Arena, les voir. La première fois qu'ils sont passés, quand SmackDown s'est passé en France, SmackDown Paris, c'était... l'euphorie. Et moi, j'ai eu mes places. Mon père, il a réussi à avoir un plan pour avoir des places et tout. Bien placé. J'ai vu mon idole en face de moi, mais c'était vraiment... T'as quel âge, Reda? Là, j'ai 22 ans. Et franchement, grâce à ma famille, franchement, je les remercie, mais j'ai vraiment accompli mes rêves de gosse, rencontrer un tel. On a tous le rêve, j'aimerais bien rencontrer un tel. Et ma famille, vraiment, quand j'avais un idole et tout, elle faisait tout pour me le faire rencontrer.
Donc c'était cool. Bon, 10h du matin, t'écoutes Laurie. Non, 10h du matin, non. Avant. Avant, maintenant, ces playlists, vous savez, c'est les musiques motivantes, dont les musiques de highlight. Donc les musiques qu'on peut retrouver dans l'highlight de tel athlète. Des fois, ça motive. Donc c'est vraiment des musiques motivantes. J'aime bien les speakers aussi, ce qu'on appelle, je sais pas si vous connaissez Eric Thomas, les mecs qui motivent en américain. Donc quand ils parlent à propos de la vie, du succès, donc ce qu'on doit faire dans la vie, comment on doit affronter la peur. Vous voyez toutes ces phrases motivantes. Et cette playlist-là, en gros, que j'ai fait au fur et à mesure des années, quoi, j'ai gravé mes meilleurs sons. Je l'écoute tous les matins. C'est un peu une routine qui me pousse à l'entraînement, qui me motive, qui me rappelle pourquoi je me lève tous les jours, quel est mon but dans la journée. Et donc voilà, donc premier entraînement du matin, souvent des drills pour se réveiller, donc des positions, du jiu-jitsu, drill à droite, à gauche, les mêmes techniques, nos bests, nos spéciaux, nos points faibles, on règle tout. Okay, on perfectionne tout et on règle tout. Midi, pause déjeuner, donc on va manger dans les commerces du coin, souvent au Franprix. On va composer notre propre salade quand on est au jet, ou souvent au McDo. Donc on a une petite pause et le prochain entraînement est loin, on va se taper un petit truc, un petit plaisir pour... Donc c'est soit Franprix, soit McDo. Voilà, donc soit Franprix quand on on jet. Voilà la recette pour être un vrai champion, mon pote, c'est Franprix ou McDo, donc on est bon. On est bien. Après, bien le deuxième entraînement. Attends, tu nous as pas précisé une chose, où est-ce que tu t'entraînes tous les jours? Je m'entraîne au MMA Factory à la MK Team. Okay, donc le lieu est MMA Factory, les locaux du MMA Factory. Olivier Michelesco, donc il y a 1 an à peu près, jour pour jour, a instauré la MK Team dans le MMA Factory. Okay, donc a fait sa propre académie dans une grande académie déjà de MMA, donc qui est le MMA Factory. Donc Olivier a instauré la MK Team et depuis je me sens vraiment bien à la MK Team et j'ai tout mon staff, donc dont mon coach mental, mon coach en développement personnel, mon préparateur physique, mon kiné, tout ça qui est dans la MK Team. Donc je me sens vraiment rapproché, vraiment bien entouré, on va dire. Donc vient le deuxième entraînement, okay, donc 14h, 16h, vous le connaissez tous, c'est la guerre, c'est le sparring. Okay, donc là on se roule dessus pendant 2 heures. Donc c'est vraiment une grosse partie de l'énergie de la journée. Vous voyez un peu les drills du matin, c'est un peu soft, okay, donc on garde de l'énergie. Mais par contre, quand on fait la guerre, c'est voilà, on puise beaucoup dans l'énergie. Après, t'en as besoin de ça? Ouais, j'en ai besoin. Je sens qu'par exemple, dans la semaine, j'ai pas beaucoup tourné, j'ai un certain afflux nerveux, tu vois, que j'ai envie de faire du sport, quoi. Après, c'est d'autant bien, car avant les compétitions, on essaie de moins de tourner pour avoir cet afflux nerveux et exploser le jour même. Donc c'est vraiment le sparring, c'est un bon concept pour canaliser son sommeil, canaliser son énergie. Vraiment, l'entraînement de l'après-midi de 14h, 16h, c'est vraiment le best plan pour bien dormir le soir. Tu vois, donc c'est cool. Après vient l'entraînement du soir, oui ou non. Donc on est déjà à 2 entraînements. Donc en période d'avant compétition, je monte à 3 entraînements. Okay, donc le soir, je fais souvent de la technique encore. Ou les jours où je fais que 2 entraînements, j'en rajoute un 3e et c'est de la prépa physique. Okay, donc c'est du conditioning, donc des exercices de muscu, des formes de corps, des barres à soulever, du rameur. Tout le cross-training dirigé par Alex Chaborfillor. Donc vous avez déjà vu, donc c'est un jeune préparateur physique qui promet vraiment et qui, dans la prépa physique jiu-jitsu, dans la prépa physique arts martiaux, c'est vraiment l'un des préparateurs physiques en France qui est le plus d'athlètes à son âge. Donc il a 22 ans, il a mon âge et c'est vraiment un mec qui réussit à séduire beaucoup d'athlètes par sa façon de travailler. Et je pense qu'il va aller très très loin. C'est un peu, comme je dirais, le Mbappé de la préparation physique. Je l'appelle comme ça. Il te pousse vraiment dans tes retranchements, t'as une vraie synergie? Il me pousse. Depuis que je le connais, ça fait environ 6 mois qu'on travaille ensemble, donc c'est récent. Donc c'est vraiment récent. Et en 6 mois, j'ai vraiment vu le changement. Donc physiquement, donc mentalement, parce qu'ils mettent dans... C'est devenu plus qu'un préparateur physique, c'est un frérot maintenant. Donc on partage d'autres moments en dehors du cadre professionnel, en gros. Donc on partage plein de moments et c'est un jeune qui a mon âge. Donc vraiment, je ressens une certaine connexion que je n'aurais pas avec d'autres professionnels. Et puis, t'as changé de KT, toi, cette année, non? J'ai changé de KT, j'ai descendu de KT, ouais. T'étais à combien? 94, ouais. Donc avant, donc... T'es pas hyper grand, en plus. Je suis pas hyper grand, donc c'était vraiment 94 de gras, ouais. Et c'est lui le 94 de Margrès, donc il a enlevé ça. C'est ça que tu voulais entendre, il a affûté tout ça, et maintenant je suis en 88 avec, sans me vanter,
un corps assez bien structuré. Est-ce qu'il aurait pu à Laurie? Là, j'ai bien Est-ce qu'il aurait pu à Laurie? Je pense que ouais. Elle est toujours vivante, hein, qui t'entraîne à rien. Alors si Laurie nous de la polo écoute ce soir. sur KSANI. Ok. Et c'est lui qui t'a fait. Alors j'ai vu dernièrement que tu t'étais mis au CrossFit. Alors t'appelles ça cross training, hein. Pas trop le droit. Moi j'ai le droit de dire CrossFit. Ouais, mais voilà. Donc l'appellation c'est lui qui tient. Ouais, c'est lui qui tient. C'est lui qui m'ouvre les portes de certaines salles à Paris, donc grandes salles réputées comme le Rebook CrossFit, comme le CrossFit Factory dans le 92 du coach Johnson. Ok, donc c'est vraiment lui qui m'ouvre la porte à beaucoup de salles de Paris pour améliorer ma performance en gros. Et c'est vraiment ce que je vous parlais du cadre pro, c'est-à-dire qu'il pouvait s'arrêter à faire ma préparation et ma factory, mais non, il veut aller plus loin. C'est vraiment un préparateur qui en veut pour son athlète et vraiment qui se dévoue pour ses athlètes. T'as senti un vrai changement physique? Tu te sens vraiment plus en forme? Ok, là c'est le truc que je vais dire pour tous les jeunes qui écoutent KSANI FM, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans le jiu-jitsu en France qui oublient la préparation physique. Donc qui se concentrent vraiment que dans le jiu-jitsu, qui tournent à longueur de journée, qui drillent à longueur de journée, un peu du style Miao. Okay. Donc c'est pour tous ces jeunes-là, je voudrais dire que la préparation physique c'est très important. C'est vraiment... Attention, les Miao, grosse préparation physique. Oui, hein, voilà, mais qui sont un peu nerd du jiu-jitsu à rester 24 genre heures sur 24. Mais ça après c'est aussi une gestion d'image. C'est clair que les Miao ils vont pas te dire, parce que toute leur image est là, c'est-à-dire que ils dorment dans l'académie, ils mangent dans l'académie, ils font tout dans l'académie. Mais il y a aussi une énorme Miao. Je sais que c'est pas les Miao, mais je voudrais dire à tous ces jeunes là qui trouvent un préparateur physique, on en a dans tous les coins de rue maintenant, donc qu'il soit bien ou mauvais, au moins ça va nous diriger vers le physique, donc vers la bonne voie on va dire. Ouais. Mais vraiment la préparation physique c'est vraiment très important. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et combien de fois par semaine? Combien de fois par semaine? 2 à 3. Donc 3 avec dont une légère. Donc c'est-à-dire que le lundi on va commencer avec une prépa vitesse, donc on va faire des plots, on va faire de l'échelle de rythme. Et le mercredi et vendredi ou samedi, c'est vraiment des prépas avec des grosses barres qu'on soulève, c'est vraiment de la performance force. Et est-ce que il va y avoir un rapport entre ton entraînement de la journée, ton entraînement de drill, ton entraînement de jiu-jitsu brésilien dans la journée et ce qui va se passer dans ton entraînement, dans ta prépa physique? En fait, ouais, j'essaie d'adapter mes entraînements de jiu-jitsu à mon entraînement physique. C'est-à-dire que l'entraînement physique est assez dur à tenir, assez dur la préparation, assez dur à lever tant de reps par charge quoi. Ouais. En gros je dois faire en 30 secondes je dois faire 7 répétitions. Je sais que si je m'entraîne, si je fais un sparring le matin même je sais que je pourrais pas les lever les 7. C'est sûr. Okay, donc j'essaie d'adapter, j'essaie de faire de la fraîcheur avant, donc faire vraiment de l'énergie, faire de la fraîcheur avant d'aller voir Alex et performer. Et tu fais ça tous les jours? Je fais ça le sport, ouais. Sport tous les jours. Tu vis le rêve un peu quand même. Voilà, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et tout clairement. Tu vis ce que la plupart des gens qui se sont lancés dans le jiu-jitsu, surtout il y a pas longtemps, vivent. Je sais que j'ai pas une vie, on va dire commune à tout jeune. Je sais que, exemple, 80% des jeunes en France vont à l'école, suivent un cadre scolaire. Je sais que j'ai eu cette chance-là, on va dire, d'être éduqué scolairement par la France, mais je sais que je me suis redirigé plutôt vers un certain travail autonome, ok. Donc j'ai vraiment travaillé pour moi. Donc ce que j'aimais, en gros le jiu-jitsu, je l'ai vraiment exploité à fond. À quel moment tu as arrêté l'école ou arrêté de bosser d'ailleurs pour faire que du jiu-jitsu? J'ai arrêté en L1, ok, donc en licence, première année de licence LEA, donc que j'ai validé, donc anglais-portugais, et j'ai arrêté à ma deuxième année, donc car je pouvais pas suivre. T'as eu ton bac, j'ai eu mon bac, t'as décidé d'aller à l'université de la langue. Donc entre le bac et cette année de licence, il y a eu une année sabbatique, donc je suis parti au Brésil et j'ai vraiment, en gros, agrandi mon amour pour le jiu-jitsu. C'était vraiment, j'étais passionné à fond, j'étais un vrai drogué du jiu-jitsu, mais là je suis devenu vraiment un junkie, genre pur et dur du jiu-jitsu. Ouais. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé, donc moi mon parcours est difficile, j'ai commencé à 4 ans le judo. Donc à 4 ans le judo jusqu'à à peu près 12-13 ans. Vers 14-15 ans, je me suis redirigé vers le jiu-jitsu, donc j'avais arrêté le judo. Vous voyez, on commence à faire du sport, mais quand on commence à atteindre le collège, les meufs et tout, ok, le sport c'est bon. Donc après, je me suis redirigé vers 14-15 ans, ouais, plutôt 15 ans, ouais, vers le jiu-jitsu, donc jusqu'à mes 22 ans. Je faisais du sol avant. Alors, judo c'était déjà ce qui te branchait, le sol? Ouais, c'était Newaza.
En gros, debout, j'étais une quiche. Debout, j'étais vraiment une quiche avant. Donc on peut dire que le jiu-jitsu, c'est quelque chose dans lequel tu évolues, dans lequel tu dis depuis 4 ans. Quand j'étais petit au niveau poids, j'étais au-dessus. J'étais au-dessus de mon âge. Donc c'est-à-dire que je combattais déjà avec des gens de 11 ans alors que j'en avais 7-8. Donc j'avais déjà un grand écart. Donc c'était en gros... Le judo, ça a pas donné grand-chose. Je me suis fait une base debout, je me suis fait une certaine discipline qu'on apprend avec le judo. Ça m'a servi à grand-chose debout, mais bon, j'ai pas été plus loin. Mais c'est vrai qu'en France, niveau judo, c'est dur de percer. C'est vraiment dur, c'est plus dur que le jiu-jitsu parce que le jiu-jitsu, c'est pas encore très connu. Il n'y a pas encore de grosses sélections et de grosses concurrences. En France, il y a une grosse concurrence, mais basée sur Paris ou dans le sud. Vous voyez, alors que dans le judo, exemple, tu as un concurrent en Rhône-Alpes, tu as vraiment un concurrent potentiel qui peut prendre ta place en division. Donc c'est vraiment, en France, c'est plus dur de percer dans le judo, donc c'est pour ça que ça n'a pas donné grand-chose. Mais bon, j'ai réussi à me rattraper sur le jiu-jitsu et je pense que, merci Dieu, je pense que je me plais bien, je me plais bien, voire mieux dans le jiu-jitsu que dans le judo. D'ailleurs, on peut parler un peu des résultats. Tu nous as transmis un peu ton CV de tout ce que tu as fait. Voilà, c'est correct. Dernier résultat en date, c'était les championnats européens. D'Européens et BJF. Tu pars au Paname, là, on enregistre avant ton départ au Paname. Yes, tu pars cette semaine. Ouais, je pars cette semaine. Il est probable que quand on diffuse ce podcast, tu sois champion Paname. Champion Paname. Ceinture violette. Pur et dur, ceinture violette, medium heavy, moins de 88 et peut-être absolute. Peut-être. On verra. Donc ouais, beaucoup de résultats, beaucoup de compètes. En fait, c'est ça, on parlait juste avant de commencer l'enregistrement. On disait que tu fais toutes les compètes. Du plus petit event de banlieue parisienne ou un peu loin jusqu'aux Européens, t'es là, t'es chaud bouillant. Ah, j'y vois en gros quand même un certain bénéfice. Je vais vraiment parler de bénéfice parce que moi, ça me permet de garder le rythme. Donc à longueur d'année, garder le rythme de compétition, donc c'est surveiller le poids, qu'il soit pas trop loin de 88 pour en effet combattre toute l'année quoi, au même poids et pas faire trop de yo-yo, pas faire trop pas trop infliger des souffrances pareilles à son corps quoi. Donc ça me permet de garder le rythme, ok, donc garder le rythme niveau poids, niveau motivation, niveau concentration et ça me permet aussi de, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on va dire fidéliser un certain public français. J'aime vraiment mon public français et je veux vraiment les merveilles que je fais, donc sans me vanter à l'étranger, j'aimerais bien les faire en France aussi pour combler mon public, donc pour vraiment avoir, en effet, quand je bouge à l'étranger pour combattre, avoir cette force, la sentir de tous les Français qui sont derrière moi, à commenter sur Facebook, à partager mes lives quand je combats, à faire des lives. C'est vraiment un truc qui me touche en plein cœur, et qui me pousse, qui est une certaine motivation que je retrouve tous les matins à dire je dois faire ce résultat pour eux. Si c'est pas pour moi, je le fais pour eux. Parce qu'ils me donnent un certain temps et je sais que le temps c'est vraiment précieux. Des fois c'est plus précieux que l'argent. Quand quelqu'un te donne son temps en face de toi, qui te fait un live, qui prend son téléphone, qui se concentre sur toi, c'est plus beau que... Je sais pas, c'est vraiment touchant et c'est pour eux vraiment que je fais des résultats. Si c'est pas pour moi, si c'est pas pour ma famille, c'est vraiment... Ils viennent dans la motivation, quoi. Ils sont dans ma motivation H24 pour m'entraîner. Ils sont dans ma motivation quand le commissaire, quand l'arbitre m'appelle sur le tatami avant de combattre. Ils sont dans ma motivation, je pense à eux, ils sont dans mes pensées. Et d'ailleurs, je voudrais remercier tous les Français, vraiment tous les Français qui contribuent à ma carrière. Donc, qui contribuent, on va dire, médiatiquement et par amour. Quand ils me donnent de la force, c'est vraiment beau et je les remercie. C'est vrai qu'on a pu voir, on était aux Européos avec toi. On a pu voir le public français derrière toi quand tu tournais, et c'était bien au-delà de ton équipe, c'était bien au-delà de des équipes. Il y avait un sacré engouement. Ça allait plus loin. C'était vraiment quelque chose. C'est vraiment l'image d'un Français qui voit un autre Français performer et qui le soutient. En gros, c'est vraiment. Vous prenez l'image de la fraternité de la patrie, en gros. Voilà, c'est ça, en gros. C'est la solidarité. Donc, liberté, égalité, fraternité. Là, on retrouve vraiment l'emblème fraternité. Donc, de la France, quand un autre Français voit un autre Français au championnat d'Europe, on est là à le soutenir. Même si je le connais pas, je l'ai croisé 2 fois sur un tatami, je serai là à le coacher. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment ça, la France, tu vois. Et c'est ça qui est cool.
C'est ça qui est cool. C'était assez incroyable ce combat au championnat d'Europe parce que donc avec Adrien, toi aussi tu as fait quasiment tous les jours. Hein. On a fait tous les jours, donc on a vu beaucoup de combats, on a vu beaucoup de Français, on a vu beaucoup d'étrangers, on a vu beaucoup de choses comme ça. Et je crois, et d'ailleurs on l'a ressenti aussi un petit peu dans tous les médias, ton combat, après, a été, et je pense même pour la compétition, pour les gens qui étaient là, un des combats phares de la compétition. La finale, tu veux dire ? La finale, oui, quand je dis le combat, c'est parce que je parle de la finale. C'était... et il y a eu de grosses ceintures noires quand même le dernier jour. Il y a eu quand même il y a eu Amal aussi qui a fait son dernier combat alors qu'il n'y avait plus beaucoup de monde. C'était assez incroyable. Il y avait une espèce d'une grosse intensité. Et même ton combat sur Flow Grappling, il a été repris sur Facebook. Il a été partagé je sais plus combien de fois. C'était on l'a senti. Et c'est très rigolo que tu parles de ça maintenant parce que c'est quelque chose qui s'est ressenti sur le jour même. Franchement, tout ça, c'était à mon propre étonnement. Je gagne la finale, je lève la tête, je vois dans toute l'arène genre plein de têtes françaises que je reconnais, mais c'est vraiment le truc qui m'a touché quoi. Je lève la tête, je finis mon combat, moi je savais pas qu'il y avait, moi je croyais qu'il y avait que la MK Team dans le public. Je lève la tête, je vois tout le monde et je vois même tout le monde en train d'applaudir autour de moi, donc c'était waouh. C'était waouh. Puis tu nous as fait un beau combat hein, quand même. Hein. Ouais, le truc c'est que bon, le suspense, c'était vraiment le mot pour caractériser ce combat, c'était suspense. Ah ouais, le renversement à 30 secondes de la fin alors que tu perdais d'un avantage. Ouais, c'était grosse émotion. Hein. Ah, c'était. T'as été le chercher où ce renversement ? Bah en fait, parce qu'il y avait aucune chance pour nous et c'est vrai, on se regardait tous genre bon, il a perdu sa finale, tu vois, il sera pas champion d'Europe. L'anecdote sur ce renversement, c'est que voilà, déjà l'adversaire vient de me renverser, donc il accède à une grosse position, donc la demi-garde haute où il y a un eskrime. Donc bras sous l'aisselle pour ceux qui connaissent pas le mot et qui entoure le bras et la tête. Donc vraiment, j'étais vraiment fixé les deux épaules au tatami. Ok. Donc j'avais aucun moyen. C'était dingue. J'ai fait une petite pause dans ma tête. Je regardais le temps. J'ai dit bon, il te reste 30 secondes. J'ai dit que tu perds ou tu gagnes, laisse le résultat à Dieu. C'est Dieu qui décidera du résultat. Toi, donne tout sur le moment. Tu as 30 secondes, tu dois tout donner. Donc c'est pas à Dieu que tu le laisses. En gros. Sinon tu donnes pas tout, tu attends. Le point final, je le donne à Dieu. En gros, le résultat en lui-même, que je perde ou que je gagne, c'était vraiment Dieu décidera du résultat. Mais toi, sur le moment, tu donnes tout pour le renverser. Tu donnes vraiment tout pour le renverser. Donc, je commence à exploser. Je vois, il est vraiment dur sur moi. J'ai dit, bon, allez, un bras devant la tête, je pousse sa tête, je rentre l'eskrime. Donc, j'ai inversé. En gros, mon bras est venu sous son aisselle et j'ai accédé à l'eskrime. Après, j'ai essayé de me relever. Il était dur sur ses bases, donc dur à genoux. Puis je commence à en gros le titiller un peu à gauche, je vois qu'il réagit à droite et là je prends l'occasion en gros, je renverse tout sur la droite et par sa propre force en gros il s'est emporté et c'était magnifique. Donc c'était un peu just sur la limite, mais l'arbitre a accordé 2 points, donc il y avait 3 arbitres ce jour-là, il y avait 3 arbitres, donc il y en a eu 2 qui ont accordé 2 points et un qui a... Ouais, quand tu dis c'était just sur la limite, c'était en ligne jaune. Ouais, exactement. Et c'était sur bordure du tatami. Sur la bordure du tatami, mais en fait il n'aurait pas pu lui continuer l'action en dehors, donc c'est pour ça je pense que ça a été en fait, je sais même pas parce qu'après ça on en avait discuté avec une autre personne de la MK Team d'ailleurs, est-ce que tu as été plus de 3-4 secondes sur le côté est-ce que tu as été sur sa tranche? Ouais, exactement, sur sa tranche. En gros, c'était soit en fait il nous remettait au milieu et il accordait les 2 points, ou soit il les accordait direct après la sortie. OK, donc en gros le renversement a été entamé en pleine bordure bleue, donc pas bordure jaune. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que les 2 points ont été validés parce que le début de mon action a été fait dans le carré. Dans le carré, OK, dans le carré respectable. Bon, c'est sorti de la ligne jaune, donc mais comme j'ai validé, en gros j'étais 3 secondes au-dessus sur lui, il y a eu 2 points. Si il avait exemple une fraction de seconde, il s'était relevé, bah là il y aurait eu juste avantage. C'est la petite partie qu'on laisse à Dieu, alors là ça voilà, comme je vous ai dit, voilà, c'est le résultat à Dieu en gros. Dieu a guidé l'arbitre. Et donc on t'accorde ces 2 points, Ces 2 points et on se voilà, retrouve à 4-2. Et te voilà donc 30 secondes plus tard, champion d'Europe, ceinture violette en médio, ce qui est une grosse KT, hein, soyons clairs. Hein, medium heavy, 88. Medium heavy, pardon. C'est une grosse KT. Enfin, et en violette. En violette, tout à fait. C'était la KT où il y avait beaucoup de grosses têtes, donc beaucoup de, on va dire pas grosses têtes, mais on va dire de têtes prometteuses. Et donc, est-ce que pour toi, enfin, c'est une grosse victoire pour toi ? Enfin, on va dire c'est une grosse victoire, mais c'est le début d'une grosse chaîne de victoires, on va dire.
C'est vraiment le start, tu vois, le feu vert de tout ce qui va se passer par la suite. Pourquoi tu dis ça? Parce que je gagné des compètes avant quand même. C'est exemple, on va parler des Panam, je le sens mieux que les Europes, pour vous dire. C'est-à-dire que j'avais une appréhension sur les Europes, je sentais tellement bien. Mais là, en fait, comme j'ai continué le travail après les Europes, je ne me suis pas endormi. Les Panam, je le sens encore mieux que les Europes. Donc, vous savez, et je pense que ça va être ça sur toute l'année. C'est-à-dire que chaque compétition à venir, je vais le sentir mieux que la précédente. Et parce que j'ai un staff qui me pousse à bloc, parce que mes limites, je les connais. Et c'est devenu, en gros, mes limites, c'est devenu genre un jeu de les franchir. Tu vois. C'est devenu un jeu d'aller plus haut. Avant, j'avais pas ce goût-là d'aller plus haut que ma limite, au niveau préparation physique, au niveau motivation. Maintenant, c'est devenu un jeu, en gros. J'aime aller plus haut que ma limite et j'aime faire mal. Je suis devenu peut-être un peu... dangereux? Ouais, non, un peu sado sur les bords, tu vois, un peu... Mais j'aime bien aller au plus haut que mes limites, j'aime bien me faire mal. Donc, je pense que toutes les compétitions à venir, elles vont être de plus en plus belles. T'auras un peu moins de public comme ça au Paname quand même. Yes, ouais, bah, on passe l'océan Atlantique, donc le public il est un peu loin, mais comme je vous ai dit, hein, que le public il soit là dans l'arène ou sur Facebook, c'est la même motivation. Parce que c'est pas le jour même que je repense à tous les gens qui sont derrière moi, c'est que je les porte au jour le jour, au quotidien, donc ça veut dire que quand je travaille, je suis avec eux, dans ma tête, bah, quand je vais combattre aussi, ils sont déjà, même avant que je rentre dans l'arène, même avant que je voyage dans l'avion, je sais qu'il y a mon public français qui m'attend en France avec la médaille. La sensation qu'on a, c'est qu'on a l'impression que tu es tous les jours en compétition, en fait. C'est assez rigolo. En fait, je trouve que ma carrière, je sais que ça va être un combat jour le jour. Je vais encore avoir des défaites, je vais avoir de belles victoires. Donc je me dis que un homme averti en vaut deux. Donc chaque jour, en gros, je pense à demain. Comme ça, pour être mieux demain, en gros. Si je travaille aujourd'hui, je sais que je vais être bien demain. Donc j'essaye d'être le plus avant-gardiste possible, en gros. Travailler le plus tôt pour être bien tard. T'as toujours un coup d'avance. Voilà, toujours un coup d'avance. À mon avis, c'est la route de la gagne. T'as jamais des coups de flemme? Enfin, forcément, t'as des moments où tu dis je m'en fous, je ne veux pas y aller, je reste devant. Je peux pas aller à l'entraînement, j'ai la flemme d'aller à l'entraînement, j'ai la flemme de driller. Combien de fois ça t'arrive ça? Bah ça m'arrive, hein, ça m'arrive. Comme c'est quoi, c'est une fois par mois? Et à ce moment-là, je pense qu'il faut savoir s'écouter. Il faut savoir s'écouter. Quand faut être réglo sur soi-même, faut pas trop avoir la flemme. Donc moi, c'était vrai, je suis vraiment le mec qui dit fuck la flemme, en gros. T'es pas un flemmard à la base. Ouais, voilà, j'aime pas la flemme. En gros, je pense que c'est un des pires ennemis de l'homme. La paresse, en gros, c'est pas ce qui va nous apporter vers les grosses médailles. Quand on a la flemme et tout, bah, en gros, le mec qui va te rencontrer en finale, il aura pas eu la flemme au même moment que toi. Donc, essaye de... Vous voyez, mais bon, la flemme, c'est quelque chose, ça m'arrive. Comme tout humain, je suis pas un surhumain non plus, je suis pas un extraterrestre. Mais dans ces moments-là, je pense qu'il faut savoir s'écouter. Si on a la flemme d'aller à l'entraînement, reposez-vous, mais le lendemain, travaillez 2 fois plus pour rattraper le retard. C'est ça en fait, la flemme, ça engage un autre travail plus dur par la suite. Donc si on évite la flemme, c'est-à-dire que le travail est plus réparti, et à ce moment-là, on arrive à plus s'organiser dans son travail. Parce que la flemme, ça crée un écart. Donc je me dis que, je sais pas, essaye de répartir ton travail, genre homogènement, on va dire, dans la journée, t'éviteras la flemme. Savoir se reposer à la fin du travail et pas continuer ton travail. Voilà. C'est tout, vraiment s'organiser, c'est la clé de la réussite. Ouais, t'es un bosseur. Il t'aide beaucoup, Olivier, Michael Eshko, là-dedans. Olivier, mon coach depuis tant d'années, c'est le mec qui m'a trouvé. Parce que t'as pas toujours été comme ça, toujours été comme ça. En tant que jiu-jitsuka, je parle. Pour tous les Français qui me connaissent, c'est vraiment. J'étais avant tout le contraire de maintenant. J'étais le mec qui s'entraîne, mais qui s'entraîne pas dans la vie à l'extérieur. En gros, mon style de vie, mon hygiène de vie s'entraînait pas avec moi. Ça allait pas ensemble. Et vraiment, grâce à Olivier, l'année dernière, j'avais pas tant de résultats que ça. L'année dernière, c'était vraiment une année, mais genre, vraiment de contre-performance chaque compète. Donc, mauvais tirage ou mauvaise performance. Donc, ça veut dire que l'année dernière, c'était pas tant fructueux au niveau résultat. On va dire que je suis parti au Japon. Donc pour la dernière compète de l'année. T'es parti quand au Japon? Quelle date? Je suis parti le premier. Pour la première compète au Japon, je suis parti en juillet.
Donc je suis parti en juillet pour le UAEJF Grand Slam Tokyo. Donc j'avais gagné en Croatie en fait, à UAEJF Croatie National Pro, donc qui m'avait permis d'avoir le ticket pour le Japon et pour Londres, pour le Grand Slam qui va se passer ici, après les pannes le 10. Donc c'est en gros, c'était une demi-victoire, je crois que c'est pour l'instant une demi-victoire la plus belle, c'est pas la plus intéressante, c'est pas la plus au niveau aux yeux du public, c'est pas la Croatie National Pro, on va dire que c'est une compète, c'est pas une compète locale, c'est une compète nationale quoi, qui attire beaucoup d'Européens, mais c'était pas la plus intéressante que j'ai gagnée. Mais pour moi ouais, parce que ça m'a ouvert en ceinture violette en ceinture violette, ça m'a ouvert de grandes portes. Donc j'ai commencé par le Grand Slam Tokyo, donc Tokyo qui dit Thomas Mitz dit Tokyo à mon avis. Thomas Mitz qui a déjà été invité de Castagne FM. Donc c'est là où j'ai rencontré ce gars. Ce gars-là, chez Carpe Diem, qui est instructeur chez avant, je l'avais rencontré avant. Donc l'histoire de Thomas et moi, je vais vous la raconter en zapping. Donc c'est un mec, Thomas, un Français, ok, donc un outsider. C'est-à-dire que ce mec-là, c'est un aventurier, il n'aura pas peur de prendre 200 € et d'aller en Corée. Tu vois, de France. Tu vois, il va pas. C'est un mec qui a pas peur du lendemain, tu vois. C'est-à-dire qu'il vit au jour le jour, vraiment carpe diem, tu vois. C'est vraiment ce mec-là, le nom de son entreprise pour laquelle il bosse, il l'a vraiment mis dans son lifestyle. Vie, c'est rigolo, il l'a vraiment mis dans son lifestyle, tu vois. Et ce mec-là, c'est-à-dire que j'avais justement, tu vois, en 2016, j'avais fait une cagnotte, donc un crowdfunding pour aller au PAN 2016, ok, en ceinture bleue, parce que j'avais pas assez d'argent pour y aller, donc c'était vraiment une compète que je voulais faire. Et c'est là vraiment où j'ai vu le public français. Tu vois, c'est là où vraiment j'ai vu les Français qui investissaient en moi, donc que ça soit 10 €, 5 €. C'était genre à chaque fois une flèche de Cupidon, tu vois, et je tombais amoureux en gros de l'investisseur, tu vois, parce que c'était un mec qui participait à mon rêve, tu vois, donc c'était vraiment gros pour moi. Et il y a un investisseur, donc Thomas Mitz, qui avait en gros partagé ma cagnotte et investi dedans sans me connaître. Je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, ce mec. C'était en gros l'inconnu. Et donc moi, après chaque investissement, je devais envoyer un message de remerciement et tout. Donc j'avais envoyé un message de remerciement et tu vois, la conversation elle a commencé à continuer. On a commencé à parler, tout ça, on parlait. Et il m'a dit, ah bah d'ailleurs dans 2 semaines je passe en France. En gros, et à l'époque là c'était Cercle Tissier, donc à Vincennes on était au Cercle Tissier avec Olivier. Et il me disait, ouais, ça me dirait bien de venir tourner et tout. Donc il est venu tourner, big feeling entre nous, tu vois. Et 2 ans plus tard, il a vu mon résultat en Croatie, donc il savait qu'en gagnant la Croatie, j'étais redirigé vers Tokyo, le Grand Slam. Donc il m'a proposé, il m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais venir un peu avant, s'entraîner avec nous, on prépare le Grand Slam ensemble et tout, et on performe ensemble. Donc je lui ai dit, moi j'avais tout payé par la fédération, donc ticket, tout ça, je lui ai dit, mais man, on y va. Je lui ai dit, en gros, vas-y, allons s'entraîner, on va décrocher cette médaille. Et donc du coup, c'est là où il m'a présenté Carpe Diem, donc toute la belle académie de Tokyo, vous connaissez sûrement. Donc, alors on connaît de nom. On connaissait de nom, donc c'est Carpe Diem là-bas et tout. Donc je vais vous faire un petit résumé de Carpe Diem. Carpe Diem, c'est une chaîne d'académie du jiu-jitsu en gros à Tokyo. Donc il y en a à peu près 3 à 5 académies dans Tokyo. Donc maintenant avec Carpe Diem Girls, Carpe Diem Aoyama, Carpe Diem Hiro. Donc c'est vraiment une chaîne de dojo. On va pas parler d'académie, on va vraiment parler de dojo. Parce que l'image de Carpe Diem, ça va pas être l'image, exemple, d'une académie en France. Une académie en France, c'est maintenant, on appelle ça une gym. En gros, c'est vraiment un truc où on fait du sport. Maintenant, Carpe Diem, ils ont vraiment gardé cet aspect dojo. Donc, c'est vraiment un lieu où on vient, en gros, faire du sport, mais se ressourcer aussi. Se ressourcer parce que dans l'académie, tu sens vraiment le humanity. Tu vois, tu sens vraiment le... En gros, c'est un dojo, c'est pas un dojo comme un autre, c'est pas une académie comme une autre, et Carpe Diem, c'est la hype du jiu-jitsu vraiment, tu vois, c'est le beau côté, le côté finesse du jiu-jitsu, c'est vraiment voilà. Donc Carpe Diem, il m'a fait connaître Carpe Diem, donc tout le staff de Carpe Diem, Eissam, je sais pas si vous avez déjà vu, donc on l'a rencontré au championnat d'Europe, donc voilà, Eissam, donc tout le staff de Carpe Diem, Keito. Donc toutes les purple belt, de la brown belt à la black belt, il me les a présentés. Donc Iwasaki, vous voyez des gros noms du jiu-jitsu, donc qui fait 2e aux Europes. Tout ça pour te préparer au Grand Slam. Et donc on s'entraîne une semaine, on arrive au Grand Slam,
Donc Thomas combat en marron à cette époque-là. Moi, je combat en violette, donc comme toujours. Grosse anecdote, ce jour-là, il m'arrivait que des galères. Donc vraiment, je sortais de l'avion, je suis parti direct combattre. Vous voyez, donc de Tokyo à... Je suis parti direct combattre en gros. Et quand tu dis sortir de l'avion, pas en arrivant de France. En arrivant de France, si. T'as été combattre le jour même ? Le jour même. C'est-à-dire que j'avais passé 48 heures dans un aéroport de Shanghai en escale sans dormir parce que chaque vol était annulé. Mais t'avais... Ah, c'est pour ça, parce que t'as eu une galère pour arriver, parce que t'aurais pu prévoir quand même, je veux dire. Pour arriver, en gros, j'avais donné mes dates à UFJ, donc moi je voulais arriver 2 jours à l'avance. Donc, ouais, un minimum, ouais, pour le décalage horaire. En France et venir 2 jours à l'avance, mais sauf que ces 2 jours, ils ont été bouffés par China Eastern, donc la compagnie à ne pas prendre. Donc je vais pas faire de la mauvaise pub pour China Eastern, mais ils m'ont fait galérer. Ils m'ont fait, mais genre, vol annulé sur vol annulé. C'était vraiment, mais pourtant les conditions climatiques étaient genre, ok, mais c'est vraiment leur truc d'annuler des vols, par manque d'effectifs sûrement, ou je sais pas pourquoi, mais en gros, ils ont annulé peut-être une série de 4 vols. Donc, où on devait partir le plus vite. Donc on est resté, moi et mon frère, on est resté 48 heures dans un aéroport à pas dormir, à attendre qu'un vol arrive. Donc j'arrive à Tokyo, je pose mes valises chez Thomas, boum, on va combattre. Donc je prends mon kimono, tout ça, on passe à l'académie, prendre du strap, on va combattre. Donc il fallait prendre le métro, tout ça, donc c'était cool. Après, c'était la première fois que tu voyais Tokyo. Mais j'avais 48 heures donc de non-sommeil. De non-sommeil pur et dur et de stress. Donc c'est-à-dire que si j'avais pas dormi encore, ça serait ok. Donc, mais de pur stress à quand je vais partir, que j'étais à l'aéroport, quand je vais partir, je pensais à je vais pas arriver et tout. Donc après on passe la pesée, tout ça, on va au gymnase, on passe la pesée. Mais je me sens vraiment fatigué, donc je prends une série de boosters, vous voyez, à la caféine, qui remontent. Et bon, j'ai fait 2e ce jour-là, j'ai perdu en finale, mais donc à égalité, 0-0, un avantage chacun, donc contre une bonne ceinture violette du Japon. Donc j'ai perdu en finale, à égalité, et c'était vraiment une grosse déception pour moi. Et j'étais un peu, c'était vraiment, cette compète-là, je l'ai vraiment importante parce que après cette défaite, j'ai vraiment dit stop aux défaites. J'ai vraiment dit maintenant, tu te mets à fond au travail, quoi qu'il arrive, tu es à fond de travail, tu seras préparé à toute situation. Que ce soit à l'aéroport, que ce soit du poids à perdre, tu seras préparé à toute situation. Quand on travaille, on se met vraiment on est peut-être un vieux vélo, on se met en mode VTT, tout terrain. Donc toute situation. C'est là que tu t'es professionnalisé, c'est voilà, à ce moment-là, c'est je rigolo. me suis professionnalisé et vraiment Thomas m'a aidé dans mes débuts vraiment à la professionnalisation parce qu'il m'a montré la voie au Japon. Donc je suis resté un peu plus longtemps, donc on avait décalé le billet après la compète donc pour rester avec Thomas et j'étais resté vraiment longtemps. J'étais vraiment resté environ 1 mois. Donc à m'entraîner avec Thomas pur et dur avec tout le staff de Carpe Diem. Et donc après ce mois, je retourne en France. Donc et vraiment, l'anecdote du Japon, c'est que c'est vraiment un lieu pour me ressourcer. Vous voyez, quand je parle de ressources, c'est pas un lieu où je vais m'apaiser. C'est vraiment un lieu où je reviens en France, j'ai envie de croquer la vie. Parce que le mood du Japon, en gros, l'humeur du Japon, c'est ça. C'est chaque jour, les gens, ils se lèvent pour croquer la vie. Les gens, ils se lèvent pour devenir meilleurs. Tu vois, et c'est vraiment des big bosseurs. À Carpe Diem, j'ai fait beaucoup d'académies dans le monde. Et j'ai jamais vu des bosseurs comme Carpe Diem. J'ai jamais vu des mecs à longueur de journée sur un tatami avec un Mac en train de driller. Avec sur des plateformes online comme Kinan Online ou Atos Online. Et je les vois, les mecs qui regardent et drillent à longueur de journée. Il y a vraiment de non-stop. Ils arrivent le matin à l'académie, ils repartent le soir. Et c'est vraiment le truc qui m'a montré la bonne voie. En gros, et grâce à Thomas, donc grâce à son entourage, il a partagé en gros son réseau avec moi, son entourage. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à me réveiller, à revenir en France et à travailler pur et dur. Donc à partir de là, tu étais quoi ? Plus organisé, plus volontaire. Qu'est-ce que ça a changé vraiment ? J'étais plus motivé, déjà d'une. Donc vraiment la motivation, c'est la clé du travail. En gros, si on n'est pas motivé, on ne va pas travailler. Surtout dans ce que tu fais. Ouais, voilà. Donc il m'a remonté à bloc, en gros, au niveau motivation. Et en gros, il m'a montré la voie comment bien travailler. Donc comment bien s'organiser, prépa physique, tout ça. Là-bas, ils ont tout le staff ils ont un kiné, ils ont un préparateur physique, donc qui vient des États-Unis, vraiment un préparateur physique de l'armée. Donc c'est vraiment... Voilà. Et en gros, il m'a montré la voie du travail. En gros, dans le jiu-jitsu. Moi, je regardais mes idoles travailler, mais c'est complètement différent. C'est vraiment complètement différent des big stars. De ce qu'on voit, on les voit travailler, et quand on travaille et on le sent, c'est vraiment différent. Donc, on peut voir son
son boucher-chat travailler, vraiment l'idolâtrer à fond, regarder, il fait bien ça, il fait bien ça. Mais quand on le fait, c'est autre chose. On comprend pourquoi, on comprend tout ça en fait. Bah, c'est sûr que de toute façon, quand tu regardes quelqu'un travailler, quand tu parlais de tes idoles justement, il y a aussi le côté, ils te montrent ce qu'ils ont envie que tu vois. C'est-à-dire que c'est le highlight de leur journée, mais il n'y a pas le moment où le réveil sonne à 7h du matin, ou comme ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, il y a cette flemme qui les prend, là, ou qui s'engueulent avec leur copine, ou qu'ils sont malades, machin. Ça, tu n'aurais pas envie de le vivre. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que quelque part, là, tu avais l'immersion totale dans le bah oui, je veux être athlète, mais il y a la vie qui va avec. Et c'est pas uniquement ce qu'ils veulent bien te montrer sur leurs vidéos, les choses comme ça, tu vois. C'est complètement différent, c'est complètement différent. Et tu crois pas que le fait d'être à l'étranger, dans une culture très différente, ça t'a permis de te focus en gros sur ton entraînement? Ouais, parce que mes repères étaient. Il y avait rien d'autre, quoi. Voilà, j'avais rien d'autre et en gros, là-bas à Tokyo, je comptais que sur Thomas. En gros, j'étais accroché à la poche de Thomas, il me sortait à droite, à gauche, mais Thomas, en gros, lui, il prenait pas ça. C'était vraiment, il voulait bouger un Français avec lui, tu vois. C'est vraiment Thomas, c'est un mec avec, il aime bien être avec des étrangers sur sa terre et montrer sa terre aux étrangers. Tu vois, parce que c'est pas un Français anodin, donc c'est un Français qui vit au Japon. C'est rare, on va pas dire que tous les Français vivent au Japon. Tous les Français ont le même lifestyle que lui. C'est-à-dire que lui, il aime bien partager son lifestyle. Donc vraiment, en gros, rentrer un étranger dans la danse de son lifestyle, en gros, qui voit un peu comment ça se passe. Donc c'est un genre de, je vais pas dire mentor, plutôt grand frère. C'est comme ça que tu le définirais? Ouais, moi c'est plutôt un grand frère que je vois. C'est mon deuxième grand frère. En gros, c'est un mec qui vraiment, malgré le peu de temps qu'il a, tu vois, qui prend du temps pour moi à me guider. C'est vrai, malgré le peu de temps qu'il a, il a beaucoup de travail. C'est un mec qui doit assurer au moins 5 à 6 classes par jour de jiu-jitsu, plus ses classes privées, plus... C'est un mec qui réussit à s'organiser et avec le peu de temps qu'il avait, et qui s'entraîne aussi. Qui s'entraîne aussi. Qui s'entraîne. Ce qui fait des résultats pour le coup. Qui s'entraîne. Et au Japon, c'est un peu l'outsider. Hein. C'est le Onizuka. Voilà, c'est vraiment le Onizuka. C'est comme ça que je l'appelle. C'est le blond. Ok, donc les Japonais sont pas de nature blond. Ouais. Ok, de nature blonde. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui a pas les caractéristiques physiques d'un Japonais, mais qui... C'est vraiment un personnage de manga là-bas, quoi. Lui et Sam, c'est vraiment des personnages de manga. En gros, le grand carambar géant avec le blond. C'est vraiment genre des personnages de manga, genre limite des super-héros. Et quand vous vous baladiez dans Tokyo, ça donnait quoi alors? Tout le monde nous regardait. Après, il y a beaucoup d'étrangers, tu vois. Mais de toute façon, tout le monde nous regardait parce que Sam, avec ses 1m, je sais pas combien, déjà d'une. Un bon 1m95. Ouais, 1m95, c'est ça. Je sais pas, il est un petit peu plus grand que moi, je pense. Donc c'est bien ce qu'il doit faire. Ouais, voilà, mais en plus, avec sa coupe qui rajoute des centimètres. C'est ça. Et tu vois, son physique assez imposant, donc c'est à dire que déjà ils nous regardaient. Nous on marchait en Dalton, donc il y avait moi je suis plus petit que Thomas, donc j'étais le dernier des Dalton, tu vois, le petit nerveux, tu vois. Mais t'avais le plus grand, tu vois, qui adorait faire la fête, le Joe là qui comprend rien, tu vois, c'est ça son nom, c'est Joe. Sam il adore faire la fête. Sam c'est c'est Avrel le plus grand. Mais c'est Avrel le plus grand. Mais Sam c'est. C'est marrant, genre, parce qu'on l'a rencontré vite fait à Lisbonne. J'aurais pas cru ça, je voyais quelqu'un d'assez calme. Nous deux vraiment. Non mais après, quand je dis la fête, c'est pas, il va pas se tonner, il va pas se faire des culs et tout. Non, il aime faire la fête, il aime bien couper après l'entraînement et aller faire la fête. Voilà, s'amuser, danser, tout ça. On adore ça. À Tokyo, on faisait l'entraînement, on restait sérieux, cadre de vie, mais quand fallait s'amuser le week-end. Vous alliez à Roppongi. Roppongi et bisous, tout ça. On allait faire notre petite bouffe et tout, cheat meal, tout ça. Après, on allait sur Shibuya. Traîner dans Harajuku, là, comme tous les petits branchés. Il savait comment me séduire, il savait comment séduire Thomas. Il savait quel endroit me montrer. Tu vois, l'endroit où il y avait du rap et tout. Vous avez fait la fête à Tokyo. C'était parfait. C'est rigolo parce on était avec Gilles Arsène la semaine dernière et c'était ce qui ressortait aussi du Japon. Hein. Je lui dis, vous avez fait la fête. Il m'a dit, Japon, quand tu veux faire la fête. J'ai vécu au Japon aussi. J'ai pas fait beaucoup la fête, moi, pour le coup. C'est assez rigolo. Moi, c'était il y a. T'étais dans une période de ta vie où tu devais être. Non, c'est pas ça. C'est que j'y étais il y a plus de 17 ans. Donc les étrangers, il n'y en avait pas beaucoup. Ça parlait pas anglais. Voilà, c'était un pays renfermé encore. C'était un pays renfermé très sérieux. Et moi, j'ai pas eu cette sensation-là. C'est vrai que là, quand on m'en parle aujourd'hui, je me dis, attends, comment tu peux faire la fête au Japon, quoi? Non, mais c'est vraiment un lieu pour faire la fête. C'est rentré comme Londres, c'est rentré comme Miami. C'est vraiment, tous les rappeurs vont à Tokyo pour faire la fête. Et tu vois dans leurs lyrics, tu vois, c'est vraiment let's chill in Tokyo, tu vois. C'est vraiment, beaucoup de clips sont faits à Tokyo parce que c'est la nouvelle ville. C'est la ville qui va lever le monde.
Tokyo, c'est vraiment. C'est un symbole de la pop culture quand même aussi. C'est un symbole Tokyo. Pop culture. C'est devenu multiculture Tokyo. On peut pas rattacher la pop à Tokyo. Maintenant, on peut rattacher tout vraiment, mais tout style de musique, le rock, ils sont calés dans tout. Alors que je te jure que moi, quand j'y étais, tu pouvais pas rattacher quoi que ce soit. C'était le Japon. Voilà, c'était only Japan. Ouais. Mais là, c'était des mecs qui sont rattachés à tout. Tu vois. C'est rigolo que ce soit là que tu te sois professionnalisé, alors que là, ce dont tu nous parles. J'avais aucune idée, moi, avant d'aller à Tokyo, j'avais peur. Je me suis dit, je vais me retrouver dans un pays, tu sais, où physiquement, je suis. Ils ont jamais vu un noir ou un arabe ou un truc comme ça. C'était en gros, j'avais une certaine Parce que moi, c'était vraiment ça. Mais je me suis dit que ça peut être délirant, quoi. Et après, j'ai foncé. Je me suis dit que ça peut être délirant. Et c'était délirant. C'était même plus que délirant. C'était genre grandiose. Tokyo, c'était grandiose. Avec Thomas et tout, j'aurais pas pu espérer mieux. Et t'as qu'une envie, c'est d'y retourner, non? Ouais, j'y retourne. Tu retournes quand? J'y retourne normalement cet été. Donc pour faire le camp avant les Asian. J'y retournerai. Dans ma vie, j'y retournerai, mais maintes et maintes fois. Parce que c'est vraiment le lieu... pour les bonnes raisons. Déjà, comme je vous dis, c'est un lieu de ressources. Donc ça veut dire déjà, le seul moment où je me sentirais mal dans l'année, je pense que j'irai à Tokyo pour revenir à bloc. C'est vraiment un lieu où on se pose des questions et on se remet en difficulté, quoi. On se remet hors zone de confort. Vous voyez, parce que la zone de confort à Tokyo, Tokyo et zone de confort, c'est pas synonyme. On fait que de sortir de son confort à Tokyo. Pour donc travailler, que de sortir tout court. Pour bosser. Ouais, voilà, on fait que de sortir de sa zone de confort, on y va, quoi. À Tokyo, on y va. Il y a temps pour le business, temps pour faire la fête, temps pour... Voilà. Ouais, c'est vrai, parce que même les c'est très hiérarchisé, on va dire. Même le travail vient en first place. Tu vois, donc avant la fête, avant tout, c'est le travail. Après, il y a l'afterwork. L'afterwork, c'est dans un petit bar, tu vois. Donc un bar qu'on aimait bien. Pour l'anecdote, c'est Tasuichi. Tasuichi Bar, c'est vraiment un bar où on aimait bien aller, afterwork. Donc, et après, on chill. Mais c'est vraiment, on va dire, le travail avant tout, le business avant tout à Tokyo. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est un peu ce que j'avais ressenti aussi. Et c'est vraiment, ce qui m'a montré la voie. Tu vois, ce qui m'a montré la voie. Ça t'a montré la voie. En gros, d'un coup, tu t'organises, t'es discipliné, tu reviens en France, et là, t'es chaud bouillant. Et c'est là où t'as commencé à tout gagner en violette? C'est là où j'ai commencé à enchaîner les victoires. Donc c'était quoi, septembre 2017 en gros? C'était la rentrée, en gros, j'ai commencé avec l'Asian Open là-bas. J'ai commencé avec... Donc il y avait beaucoup de compètes, dont des super fights avec des grosses têtes japonaises. Donc Igor Tanabe, une ceinture violette assez jeune, mais qui est vraiment qui performe, mais qui ne s'arrête pas de performer. Donc c'est vraiment ce jeune, je vais parler un peu de lui, de 2-3 minutes. Donc Igor Tanabe, c'est un jeune qui habite à Mita, donc qui n'habite pas à Tokyo. Donc c'est-à-dire qu'il habite au Japon, un peu plus au nord, je pense que c'est un peu plus au nord. Et ce mec-là, il a 17 ans, c'est une ceinture violette et il travaille à l'usine pour vivre quoi, au jour le jour, pour faire son argent. Il n'arrive pas trop à vivre avec le jiu-jitsu. J'espère que ça va s'arranger pour lui. Mais ce mec-là, il en veut. Vraiment, c'est un jeune gars, mais qui veut accomplir ses rêves. Et donc, exemple, le truc que j'ai eu maintenant, donc la certaine motivation, il l'a depuis. Et ce mec-là, Igor Tanabe, c'est un jeune que j'ai déjà rencontré en Super Fight. Donc, je l'ai rencontré au Grand Prix de Tokyo à SJJF. Donc, c'est l'organisation japonaise, donc la fédération japonaise qui a fait un Grand Prix, dont un Super Fight entre moi et lui. Entre lui et moi. Donc, c'était... Après ce Super Fight, j'ai découvert un ami. J'ai découvert vraiment une personne. C'était vraiment... avant le combat, on se regardait à peine. Après le combat, on parlait en brésilien, parce que c'est un japonais brésilien. Donc on partage une même langue, on partage une langue commune, donc le portugais. C'est-à-dire que ce mec-là, on parlait en portugais, on a parlé 1 heure après le combat. Son ovi, on a échangé son ovi. Thomas, il m'avait avant parlé de lui parce qu'il s'entraînait souvent à Carpe Diem. Et ce mec-là, il m'a touché directement. Et là, on se revoit aux Europes, on ferme la KT ensemble, on fait des résultats ensemble. On combat dans la même KT. Mais ce mec-là, ça va être toujours un adversaire ami. En gros, c'est un mec avec qui je vais bien aimer faire la guerre pour partager avec lui. C'est la beauté du sport quand même. Ouais, voilà, c'est la guerre amicale. D'abord, vous êtes foutu sur la gueule, ensuite vous êtes devenus potes. C'est la guerre amicale. Maintenant, vous vous foutez sur la gueule en tant que pote. Exactement, Adrien. Brillante analyse. Alors. Brillante excellent. Analyse.
Et donc là, Japon, là bientôt, tu vas y retourner, juillet, août, septembre, je pense que je vais faire tout l'été là-bas pour. En vrai, je crois mon game plan sur ça va être de chaque été aller au Japon. Donc pour passer 3 mois à me relancer pour la saison. Je sens que je peux faire une saison, je peux performer toute une saison en passant un peu de temps à Tokyo avant. Ça va être vraiment le plan de se ressourcer puis performer toute la saison. Donc vraiment la saison 2019, elle va pas performer sans un voyage à Tokyo avant. C'est sûr. Ça fait combien de temps que t'es violette ? Ça fait 1 an et demi maintenant. 1 an et demi. Ok. 1 an et demi. C'est une belle ceinture, la ceinture violette. C'est la ceinture au niveau compétiteur. Au niveau compétiteur, je parle. En gros, on va se révéler en violette. En gros. C'est rigolo, les gens se révèlent en violette. Parce que quand j'étais au championnat d'Europe, c'est exactement ce que je me disais pour connaître un petit peu aussi, pour connaître cette culture-là. Il y avait un truc qu'on dit souvent en football américain, c'est que tu sais, tu as les universitaires et tu as les professionnels. Et en te voyant combattre, ça m'a vraiment fait penser à ça parce que je me suis dit, les types en violette s'envoient comme des noirs, mais comme des ouf, parce qu'en fait ils ont tout à prouver à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le moment où t'es là pour te faire remarquer. C'est un combat de coq. T'es là pour te faire remarquer. Il faut qu'on mise sur toi. Il y a des sponsors, des gens qui sont là. Comme en universitaire, les mecs veulent se faire acheter par des équipes. Donc ils en ont rien à foutre de se faire casser les jambes, de se faire casser les épaules et tout. Et c'est là qu'il y a les plus gros cartons. Et c'est vraiment ce que j'ai vu aussi pendant ces combats aux Européos. Alors qu'en noir et donc en professionnel, on y va plus tranquille. C'est-à-dire qu'on fait attention à soi, on fait attention sur la longueur, parce qu'on donne des cours, parce qu'on a une académie qui compte sur soi derrière. Aussi, on n'a pas la même personne en face de ça, on n'a pas le même adversaire. C'est-à-dire que une fois même si on a du niveau, l'adversaire est très expérimenté en face. Qu'il soit moins expérimenté que toi ou plus, il est très expérimenté. Une ceinture noire, c'est très expérimenté. Donc c'est-à-dire que à la seule erreur, ça peut coûter cher. Donc à mon avis, en noir, et le temps de combat est plus grand que nous. Donc nous, on est à 7 minutes, eux, ils sont à 10 minutes. Donc c'est-à-dire que à 10 minutes, c'est pas la même gestion du combat. Il y a plus de stratégie mise en place. C'est-à-dire que ça va plus bloquer des fois en 50-50. On va avoir de la passivité vers les deux, chez les deux combattants. Donc qui attendent un peu le temps. Parce que 10 minutes, c'est plus. Je parle même dans l'ensemble, si tu veux, même dans l'ensemble, dans l'avant-entrée sur le tapis, dans le check de départ. Je te dis, j'ai vraiment eu cette sensation-là quand à l'époque, en regardant évoluer des équipes de football américain, j'avais eu cette même sensation, si tu veux, sur les professionnels, sur les gens qui sont en pro, en NFL, exactement, et ceux qui sont en universitaire passant en NFL, en attente de passer. En fait, c'est la guerre, c'est la vraie guerre, parce qu'il y a tellement peu d'élus que il faut tout donner à ce moment-là. En gros, plus ta ceinture s'assombrit, plus tu montes en grade, plus tu as une image à tenir. Plus d'année en année, tu as un public t'as certaines personnes qui s'ajoutent à ton public, donc c'est-à-dire que tu dois pas montrer une mauvaise image. En violet, en ceinture violette, tu peux faire un peu le foufou, le nerveux, tu vois, un peu checker la main fort, rentrer dans la guerre, tu vois, dans le mood de la guerre. Un petit peu comme votre finale qui était assez particulière. Il y avait une tension, ça sentait la poudre. Les deux qui se regardent super vénères, le front collé et genre attention. Quoi. C'est le truc que j'aime bien faire. Maintenant avec le retour, parce qu'on en avait parlé avec Anna, tu te dis pas peut-être que c'était un peu trop, parce que vous mettiez des coups de tête. C'est la première fois que ça arrive avec moi. C'est pas la première fois. Je suis un emmerdeur. Non, c'est pas j'aime bien ça en fait. J'aime rentrer dans j'aime en gros dans ma tête avant de combattre, c'est une zone de guerre. C'est vraiment champ de bataille. C'est vraiment c'est en gros je vais vous dire, c'est une entreprise en train de faire faillite et le conseil d'administration, il est là. Vous voyez, donc vraiment qui balance des papiers, qui devient fou. Vraiment, c'est un champ de bataille dans ma tête. C'est-à-dire qu'avant de combattre, c'est vraiment les nerfs montés à bloc, c'est tous les flashbacks avant de mon passé qui reviennent et qui augmentent mes nerfs, en gros, qui serrent mes nerfs, en gros. Et j'aime bien, en gros, ramener l'adversaire dans le même mood que moi. C'est-à-dire que je vais le chercher pour qu'il rentre dans une zone de guerre. Et c'est dans la guerre que je m'exprime le plus. Et t'arrives à te maîtriser, toi, parce que là, c'est un petit peu la stratégie à la McGregor, en MMA. J'essaie même pas de me maîtriser. Parce que lui, pour le coup, il explique que c'est sa technique, c'est-à-dire qu'il amène son adversaire là où lui est, mais lui se contrôle à 100%. C'est-à-dire que lui n'est même pas à 35 degrés, tu vois ce que je veux dire. Lui, il contrôle sa température. C'est le truc de tu arrives, toi.
J'adore rester dans la zone de guerre. Après, tu vois, donc toi, tu montes à 40 degrés, t'en as. Non, chacun avance de son côté, mais moi, j'aime bien rester dans la zone vraiment rouge. Et dans cette finale, l'autre, il a carrément joué le jeu. On se rappelle, vous regardiez pareil. Comment tu l'as senti ? Le plan, il était parfait. Donc, j'ai commencé à mal le regarder, je le sentais. Donc, les Brésiliens sont assez nerveux de nature. Donc, c'était parfait pour moi. Donc, tu l'as amené là où tu voulais. Voilà, je lui montrais que j'avais pas peur. Et ça l'a desservi, tu penses ? Bah, je pense que. Moi, j'avais l'impression qu'ils géraient bien. Ils géraient bien parce qu'à mon avis, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude de tout ça, les Brésiliens, des grosses guerres avec une compète par semaine chez eux. Ouais, c'est sûr qu'ils ont l'habitude de faire la guerre. Nous, on n'a pas cette chance-là d'avoir une compète par semaine, une compète chaque fin de semaine. Donc, c'est-à-dire que. Ouais, j'aime bien lui montrer que c'est pas parce qu'il a ça que. Voilà, c'est pas parce qu'il a ce truc en plus que je vais me dégonfler. Non, j'aime pas me dégonfler devant quelqu'un et j'aime bien qu'il le voit. Que moi j'aime pas me dégonfler, j'aime bien montrer que je me dégonfle pas. Quoi qu'il arrive, qu'importe la personne que j'ai en face de moi, je combattrai mais à fond. Et que ça soit une grosse ceinture noire, Famous, au petit Violette qui essaye de promettre comme moi, qui essaye de montrer de quoi il est capable, je changerai pas de comportement. Je changerai en aucun cas de comportement, je serai toujours à la guerre parce que c'est mon rituel d'avant-compétition. J'ai jamais fait une compétition où j'étais calme. Donc que ça soit comme je vous ai dit, dans le VLB du coin ou dans les Europes, je vais faire le même cinéma. À m'énerver dans ma tête, je vais faire le même truc. C'est vraiment un rituel de compétition. Moi, faut vraiment que les Français comprennent parce que j'ai souvent des retours. Pourquoi tu es aussi nerveux et tout en compétition ? Pourquoi tu bouges la tête quand tu écoutes de la musique ? Non, c'est parce que c'est pour moi. C'est marrant parce que j'ai pas senti la nervosité là-dedans. C'est très rigolo. Hein. Au contraire, j'ai senti. En fait, j'essaie de la garder. Peut-être de la garder. Très nerveux et tout. Mais pour moi, il y avait vraiment un vrai contrôle. Un self-control, ouais. Bien sûr, parce qu'après, il ne faut pas faire n'importe quoi devant l'arbitre aussi. On ne veut pas se faire mal voir pendant l'arbitre. Si on arrive à la décision, l'arbitre. Il faut être du bon côté. Ouais. Voilà, donc il faut un peu se mettre l'arbitre dans la poche. Donc quand on rentre vraiment sur le tatami, c'est vraiment là où on casse le cinéma. Et là, il faut performer. Avant, faut se mettre les nerfs à bloc. Et après, on performe, c'est tout. Tu vois, tu dis que tu fais ça avec n'importe qui, que ce soit une grosse black belt, Famous, c'est pour ça que t'aimes, parce que bon, apparemment, t'as aucun problème avec le surpoids, le machin, mais c'est avec les gens plus lourds que toi. C'est pour ça que t'aimes l'absolute, parce qu'on sent que on sent que c'est un truc que t'aimes. C'est rigolo. C'est sur le gâteau, l'absolute. Non, mais c'est marrant parce que je l'ai senti. C'est rigolo quand même. Je te voyais te préparer. Parce que c'était vraiment, pour moi, les Européos, ça a été vraiment un gros moment d'observation de surtout du jiu-jitsu en général, mais beaucoup d'athlètes. Et j'ai vu, quand je te voyais dans la zone. C'était la première fois que j'y allais. C'est la première fois que j'y allais. Et donc pour moi, c'était. Enfin, bon, bref. Expérience personnelle, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Le jiu-jitsu dream. Ah, c'était merveilleux. Vraiment. Cool. Et vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à te regarder et à suivre ta façon d'évoluer avant combat, parce que c'est hyper révélateur, je trouve, l'avant plus que l'après. Ouais. Et je sentais que c'était quelque chose que tu aimais, que l'absolute, c'était quelque chose que tu aimais. Ouais, en gros, l'image de l'absolute, c'est le challenge en plus, gros. En gros, c'est le challenge qui s'apporte à ta victoire. C'est-à-dire que tu as gagné ta KT ou tu as fait un résultat, donc tu as réussi à faire un résultat, va plus loin. Ouais, vraiment, le truc gratte en plus, tu vois. Va gratter ce que tu peux prendre. C'est-à-dire qu'on te donne cette chance d'accéder à l'absolu, donc de combattre avec des gens de différents poids. Donc on t'offre cette chance de challenger encore. Donc tu as performé. Encore repousser tes limites. C'est vraiment l'absolute, on ne retrouve pas ça dans tous les sports. Avant, on retrouvait ça dans le judo. Mais il n'y avait que les lourds qui y participaient. Et là, on peut combattre contre un mec de 64 kilos. Mais qui peut nous déglinguer, hein. Qui peut nous déglinguer. Donc, si je tombe, je sais pas, contre un petit Tyson Suarez, donc le Little Miao, je pense que ça va pas être un combat facile. Ah non. Tu vois, donc c'est ça la beauté. C'est ça la beauté de l'absolute. C'était incroyable. C'est ça la fucking beauté de l'absolute. C'est que c'est un challenge en plus qu'on t'offre. En gros, on t'offre cette chance, mais vas-y. Ouais, et en gros, ouais, l'absolute, quand tu gagnes, c'est la cerise sur le gâteau. Quand tu fais un résultat en absolu, tu te démarques des autres. C'est-à-dire que tu as gagné que des mecs de ton poids. Donc le challenge est limité. C'est que à tes mecs de ton poids. Et là, on te lance un free challenge. En gros, tu vois, qu'importe la compétition, que ça soit dans le VLB du coin ou les absolutes des Worlds, je combattrai. Parce que c'est un truc où c'est un challenge en plus, en gros. Si tu gagnes en violette, si tu fais un résultat en violette, c'est-à-dire que aux yeux de tout le monde, il y a 10 KT en IBJF, je pense, quoi. Il y a 10 KT, 10 ou 8. C'est-à-dire qu'il y aura 8 champions d'Europe. Mais en absolu,
par ceinture, tu n'en auras qu'un ou tu n'auras que 4 mecs qui font un résultat. Donc 2 troisièmes, un premier, un deuxième. C'est-à-dire que les gens vont retenir 4 têtes en violette dans ta ceinture. Ils ne vont pas retenir le champion 57 ou le champion 82. Ils vont le retenir aussi. Mais ceux qui font des résultats en absolu, c'est ceux qu'on retient dans la tête. Et c'est mon taf en gros de marquer les gens. Donc c'est une opportunité qu'on me donne de faire mon taf. Donc un mec qui me dit, il me présente un taf, il me dit, tiens, tu commandes absolu. Ok mec, allons-y. Tu vois, c'est un taf en gros qu'on me donne, c'est un travail qu'on me donne. À ces championnats d'Europe, là, tu perds en quart. Je perds en quart. Je perds en quart contre un. Qu'est-ce qui s'est passé Donc C1000, c'est une personne qui m'a soumis 365 jours avant, donc aux mêmes Europes. Il m'a soumis dans la KT en 94 l'année dernière. Mais tu lui as un peu donné quand même cette soumission. Là, je sens que je vais me faire massacrer par Reda, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, c'est lui qui m'a donné un piège et c'est moi qui est rentré dedans. C'est ça en fait. Tu m'as dit, je suis tombé dans un piège comme un bleu. Tu m'as dit, je me suis fait avoir comme un débutant. Il m'a étranglé comme son fils en gros. C'est ça, il t'a changé. Le real truc, c'est que. Il t'a talqué. En gros, c'est quoi le truc? C'est que. Mais bon. Attendez. C'est-à-dire que ce mec-là. Mais bonhomme, il t'a soumis, mais bonhomme. Ouais, t'es resté bonhomme. Il m'a soumis, ça arrive. Je sais que ça sera ma bête noire. C'est-à-dire que ça fait 2 fois qu'il me bat, mais vraiment prenez le dicton jamais 203. Il n'y aura pas de troisième, déjà ça c'est sûr. Déjà, il n'y aura pas de troisième fois, ça c'est sûr et certain. Parce que ce mec-là me bat une année avant, donc aux Europes 2017. Il y a 2017 dans la KT. Donc c'est-à-dire que moi j'étais en 94 violette. On combat. Je gagne 4-0, donc je suis en train de gagner 4-0, il restait à peu près 1 minute 30 et je tombe dans un étranglement. Et j'arrive pas à m'en sortir. Et ce mec-là, c'est un pro des étranglements. C'est-à-dire que c'est son une Ezekiel, le triangle, tout ça, c'est son truc. C'est vraiment son jeu est basé que sur ça. Donc au niveau des points, il compte pas trop les points, mais quand il a une occasion de te soumettre, tu vas pas sortir de là, tu vois. C'est vraiment un mec vraiment qui a un très bon jeu. Et c'est vraiment un bon combattant parce que on a eu l'occasion de parler après le combat, donc on retrouve cet aspect de partage dans le jiu-jitsu après une guerre. Donc je lui parle après le combat dans le gymnase et tout. Il me dit alors qu'est-ce qui s'est passé mec et tout. En mode t'es tombé dans mon truc. Même moi je pensais pas que t'allais y tomber, tu vois. Il m'a dit en gros même moi je pensais pas que t'allais y tomber. Il me dit mais j'ouvre les jambes, je vois que tu. En gros l'anecdote c'est quoi sur le truc, c'est que j'essaie de passer, donc moi je suis un passeur en pression, donc beaucoup de tête en avant. Donc ma tête est toujours en avant. Et c'est-à-dire qu'il m'a ouvert l'opportunité du double underhook. Ok, donc les 2 bras en dessous ses jambes pour le passer en gros. Mais en gros, quand je mets mes 2 bras en dessous ses jambes. Qui est un peu ton passage, hein, il le sait. Voilà, il le sait, en gros, il m'a vu travailler. Et en gros, en mettant mes 2 jambes en dessous, en mettant mes 2 bras en dessous ses jambes, il sait que j'ai mon cou à découvert. Donc, en voyant cette opportunité, quand il a ouvert ses jambes, j'en ai oublié la main qui était au col. Donc, la main très dangereuse. Tu vois, il avait un grip sur moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai plongé, mes têtes en avant, mais sans de protection, en gros. Et il a direct enclenché la cravate. La première cravate, j'ai réussi à m'en sortir, mais après, il l'a ajusté par derrière. Donc là, c'était mort. Donc vraiment, quand il a attrapé ma ceinture, c'était vraiment l'étranglement était vraiment engagé, enclenché. Il y avait qu'une chose à faire, c'était à taper ou dormir. Donc je voulais pas dormir devant mon public français, je voulais pas finir sur une mauvaise note. J'ai fini sur une mauvaise note, mais on va dire que fini sur une mauvaise note. Je veux dire, perdre, ça fait partie de la compétition. C'est un match bien cette défaite parce que cette mauvaise note là, elle m'a permis de retourner à l'entraînement direct après et de régler les dernières erreurs. C'est pour ça que je dis qu'il y aura jamais de 203 avec lui. C'est qu'il va pas me battre une 3e fois, ça c'est sûr. Tu vas le retrouver au Paname, tu penses? Au Paname, je sais pas, mais en tout cas, il combat à la Supreme League. Bon, il est pas dans ma KT, il combat en fin de semaine en France. Non, mais il sera pas dans ma KT, il est en moins de 100. Donc c'est un mec plus lourd que moi, il est vraiment plus lourd que moi depuis que j'ai baissé de poids. Donc il a une KT au-dessus de moi. Et voilà, on se retrouvera de toute façon dans le circuit. Hein. Il y a que les montagnes qui se croisent pas, ça c'est sûr. Tu l'avais déjà rencontré. J'avais déjà rencontré. Et c'était les 2 fois où tu l'as rencontré. Ouais, c'était les 2 seules fois où je l'ai rencontré. Il a gagné 2-0 pour lui, mais j'arrive. La remontée est belle. Quel est l'avenir pour toi? Quel est le plan à venir pour cette année, pour cette saison? Un truc que tu voudrais nous raconter? Le verbe qui va résumer cette année, à mon avis, c'est performer. Je vais faire que de performer cette année. C'est basé sur la performance, c'est basé sur décrocher des grosses médailles, c'est basé sur choquer les gens qui croyaient pas en moi, en gros. Ouais, il y en a encore, tu penses? Après il y a des gens qui doutent, mais moi je veux enlever tous les doutes en gros des gens sur mon sujet. Je veux enlever tous les doutes. C'est clair et net. Après cette année où j'ai enchaîné les défaites, il y en a beaucoup qui m'ont remis en question. Mais cette année, je vais casser toutes ces questions, en gros. T'as faim, quoi. Briser. Ouais, j'ai une faim extrême. Mais cette faim, elle est contrôlée, on va dire. Comme tu disais, elle est contrôlée.
Attends, moi, quand tu dis cette année où il y a eu toutes ces défaites et tout, l'année dernière. L'année dernière, t'as pas eu de défaite cuisante. Oui, t'as après, quand même fait des podiums à chaque compétition. Non, quand je vous dis défaite, c'est-à-dire quand je vous dis défaite, c'est dans les tournois majeurs, j'ai fait que de perdre. Ouais, oui. Le premier objectif, c'est les tournois majeurs, comme les Europes, les Panams, les Abu Dhabi, tout ça. Donc, de perdre sur des tournois majeurs, pour moi, c'était vraiment dur à accepter. Parce que j'ai pas connu tant que ça j'ai pas connu ces moments-là en ceinture bleue. J'ai rarement perdu en ceinture bleue, à part dans les vraiment gros tournois. Donc du coup, c'était un nouveau pour moi de perdre dans des gros tournois et ça m'a choqué. On a tous ce choc qui arrive à nous et quand on perd et on entre dans une petite déception, dans une petite tristesse, tu vois. Mais bon, après, il faut savoir se relever. Et super. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Sur toutes ces belles paroles. Merci beaucoup Reda. Merci à vous. Merci Reda. D'avoir un peu parlé de moi. Vraiment cool. En tout cas, tout ce qui a résumé de cette interview, c'est à tous les jeunes. Concentrez-vous sur la prépa physique et on n'a rien sans rien. Je suis assez d'accord. Ouais, faut travailler quoi. Faut travailler, fuck la flemme. Pas de problème. Écoute, si on veut te retrouver, t'es sur Instagram. Instagram, Reda MBT Gigi. Reda Meptou sur Facebook. Et on suit tout ça. Et on est assez présent. Et merci pour tout. Très bonne. Merci à vous les gars. Merci surtout à vous de partager nos vies à certaines têtes du jiu-jitsu. Donc vous avez invité dans Castagne FM, c'est vraiment un beau boulot. Et merci à toi pour ces belles compètes. On espère que tu auras gagné les Panam quand on diffusera ce podcast. Ça va se faire. Et il faut pas espérer, c'est ce qui va se passer apparemment. C'est ce qui va se passer, je le sens bien, ne vous inquiétez pas. Allez, merci, à la prochaine. Salut. Merci beaucoup.